Bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi de vous présenter un travail que j'ai fait en collaboration avec Vishlo Kubiak de Memorial University of Newfoundland à St. John's, ici au Canada, et puis Chris Potts de l'University of Southampton en Grande-Bretagne. Alors, il s'agit, dans un premier temps, ce qui va m'intéresser, c'est le type de graphe sur lequel je vais travailler. L'application se fera comme un ordonnancement, mais à la fin, je vais vous parler d'autres applications qu'on pourrait avoir pour ce type de graphe. Alors, qu'est-ce que j'ai donc dans mon application dont je vais vous parler aujourd'hui? Attendez une seconde. Alors, voilà. J'ai un ensemble de n tâches de durée unitaire que je dois effectuer ou réaliser sur un ensemble de m machines parallèles identiques. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que mes tâches sont toutes subjectes, ou alors soumises plutôt, à un type spécial de relation de précédence qui est la précédence de type divisé et régné. Et mon critère, c'est celui je ne sais pas comment on l'appelle en français, je vais dire le make span, mais en anglais, on l'appelle aussi maximum completion time, c'est-à-dire c'est la durée totale de mon ordonnancement que je vais essayer de minimiser, c'est-à-dire les terminer au plus tôt. Voilà. Alors, c'est quoi un graphe divisé régné? On a déjà vu les graphes, pas les graphes, mais les algorithmes de type divisé régné. Ces algorithmes-là, ils génèrent derrière eux un certain type de graphe qui est de même type. Alors, je donne la définition. Un nœud tout seul, il est de type divisé régné. Sinon, si je prenais deux sommets, un, je vais l'appeler le nœud au sommet, puis l'autre, c'est le nœud en dessous, ou bottom node, deux nœuds distincts. Et si j'avais DC1 jusqu'à DCK pour un certain cas supérieur ou égal à 1, qui sont toutes des graphes de type divisé régné, alors le graphe suivant, qui commence par S, suivi de toutes les composantes de type divisé régné, et ensuite le T. Donc, vous voyez bien que le S, il précède tous les sommets des nœuds de DC1 jusqu'à DCK. Et le nœud T, il est précédé par tous les sommets de dessous, ou les bottom nodes, de DC1 et DCK. C'est aussi un graphe divisé et régné. Voilà la définition formelle. C'est celle-là qu'on a utilisée pour faire ce que je vais vous présenter. Donc, schématiquement, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc, vous avez, ça, ce sont des composantes divisées et régnées, n'est-ce pas? Et pour former une autre composante divisée et régnée, j'ajoute un sommet ici. Vous voyez que ce sommet-là, il précède tous les sommets de ces composantes divisées et régnées. Un autre sommet qui est précédé par tous les dessous, si vous voyez bien, le dessous de ces composantes, divisées et régnées. Un petit exemple, si vous voyez ici, donc vous voyez pour chacune d'elles, pour chaque composante, il est de type divisé et régné. Donc vous voyez n'importe quelle composante, il est de type divisé et régné. Donc si je vois le 1, avec le 18, c'est mon S et mon T. Alors, mes sous-composantes, c'est quoi? C'est celle qui commence avec le 2, qui termine avec le 16. Et puis, celle qui commence avec le 3, elle se termine avec le 17. Et on a dit, enfin, j'ai dit que les nœuds tout seuls étaient aussi des graphes divisés et régnés. Alors, en réalité, ce travail-là, on l'a fait, c'était pour répondre à une conjecture qui a été introduite par Rewitt Smith et Clarks en 1989. C'était eux qui ont introduit ce type de graphe dans un contexte de divisé et régné. Alors, les graphes divisés et régnés, ils modèlent bien, comme vous pouvez le constater ou le deviner, des algorithmes de type quicksort, des algorithmes qui déterminent le minimum et le maximum, le tri par fusion, etc. D'accord? Et ensuite, la conjecture de Rewitt Smith et Clark, c'était
l'algorithme de type HLF, c'est-à-dire Highest Level First, c'est-à-dire on donne la priorité en ordonnance le nœud qui a la plus haute hauteur pour résoudre ce problème-là. C'est resté pendant enfin, 2 décennies, je dirais, pour qu'elle soit résolue. Et on a été les premiers, on a été chanceux de trouver enfin, de démontrer cette conjecture. Alors, un petit topo là pour vous dire à peu près quelles sont les classes de graphes pour lesquelles on a des algorithmes de type polynomiaux. On les a pour les arbres, soit les arbres entrantes et les arbres sortantes. Ça a été démontré dans les années 60. Vous avez pour les forêts, soit entrantes et sortantes. C'est en 81. On a pour les graphes de type over interval, par Moukrim et Chardon, des graphes de type quasi-intervalle, des graphes arbitraires, mais avec des hauteurs qui sont bornées. Et puis, le résultat le plus général qu'on a jusqu'à date, c'est les graphes quelconques, arbitraires, mais pour le nombre de machines que nous avons, il est égal à 2. Ça a été fait dans les années 70. Ça, c'est pour les graphes pour lesquels on a des algorithmes de type polynomial. Pour les résultats de complexité, ce que nous pouvons dire, en tout cas à ma connaissance, c'est que des graphes opposing forest, des forêts opposantes, c'est-à-dire que celles qui consistent où vous avez à la fois des arborescences entrantes et des arborescences sortantes. Voilà ce qu'on appelle les opposing forests. Ça, c'est NP difficile pour un M qui est arbitraire. Mais la complexité, elle est ouverte pour des M qui sont fixés. Je rappelle à l'audience que nous avons affaire à des temps d'exécution unitaires. Donc, c'est très restreint quand même. Voilà. Alors, pour démontrer l'optimalité de de l'algorithme de type HLF, j'ai besoin de quelques définitions. Vous allez voir, je vais vous ennuyer un peu avec quelques définitions qui nous seront utiles par la suite, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, je vais introduire, en réalité, c'est connu dans la théorie des graphes, c'est quoi un médian d'un graphe de précédence? C'est 1 plus la hauteur de la mième plus grande composante de G. Alors, si le nombre de composantes de G il est inférieur à M, donc le médian est égal à 0. Une autre définition que nous allons utiliser, qui est le nœud central de notre démonstration, c'est l'élite d'un graphe de précédence. On ne note pas EG. Alors, c'est quoi cette élite? Il est composé de toutes les tâches qui sont initiales, mais qui, bien entendu, ces tâches-là doivent appartenir aux composantes dont la hauteur est supérieure à la médiane ou au médian. Par exemple, si vous avez ce graphe-là, donc et puis je prends M est égal à M, vous vous doutez que M, ça va représenter pour moi le nombre de machines. Alors, ce graphe-là, pour M égale à 1, il a un médian de 5. Pourquoi? Parce que je prends les 4 plus grandes composantes, ce sont celles-là, 1, 2, 3 et 4, n'est-ce pas? Et donc, donc, si vous voyez, c'est 1 plus, 1 plus, donc si c'est 4, donc ça va être 5 ici. Donc, vous voyez ici, c'est 5. Donc, comme ça, la hauteur, c'est 4. Donc, c'est 1 plus 4, ça fait 5. Et l'élite de ce graphe-là, il est composé de quoi? De tous ces nœuds-là qui sont prêts à être ordonnancés. Vous voyez, ils n'ont pas de prédécesseur. Par contre, celui-ci, il a un prédécesseur ici, vous le voyez, mais ceux-là, ils n'ont pas de prédécesseur. Donc, ils sont prêts à être ordonnancés, ils sont libres pour être ordonnancés. Alors, c'est quoi un ordonnancement? En réalité, c'est une suite, c'est une partition de l'ensemble des tâches, de telle manière qu'on ne peut pas avoir dans la même partition des sommets qui sont reliés par des relations de précédence. Si je prenais ce graphe-là, et ce graphe-là, je peux donner une solution, un ordonnancement.
Vous voyez, si je prenais ceci, vous voyez que tous ces sommets-là, donc ça, les gamma I, ce sont ce qu'il y a, j'appelle ça un time slot. Dans cet intervalle unitaire-là, qu'est-ce que vous pourriez faire ici? Donc ça, ce sont mes processeurs, P1 jusqu'à P3. Donc vous voyez, le 2 et le 3, ils sont pas reliés par des relations de précédence. Et le but, c'est, donc ça, c'est un ordonnancement qui est valide. Le but, c'est d'essayer de minimiser la date de fin de la dernière tâche que vous avez ici, qui est à 18. Donc, vous voyez ici, la durée de cet ordonnancement-là est égale à 8. La question qui se pose, est-ce qu'elle est optimale? Est-ce qu'on peut faire mieux? OK. Et ensuite, c'est quoi un ordonnancement qui est de type HLF? Ben, c'est à chaque fois, parmi les sommets, il y a certains qui sont disponibles à l'instant T, d'autres qui ne sont pas disponibles. Mais ceux qui sont disponibles, il faut donner la priorité à ceux qui ont la plus haute hauteur. Bien entendu, quand on a de la place, bon, ici, on n'a pas de place ici, 2 et le 3, c'est tout ce qu'il y a. Mais ici, il y a de la place, on peut donner à ceux qui sont disponibles, en donnant toujours la priorité à ceux qui sont à des hauteurs supérieures. Donc, vous ne voyez pas le graphe, mais ce graphe-là, il est de type HLF. Donc, il se trouve que ce que j'ai donné en haut et ce que j'ai donné ici, ils ont le même temps, la même durée, mais c'est pas la même composition de tous ces gamma I ici, c'est pas les mêmes. D'accord? Il se trouve donc on va le démontrer par la suite que HLF il donne un temps, enfin un make-span ou une durée qui est optimale. Ce que je vais utiliser dans ma démonstration que je ne vais pas vous présenter, je vais introduire, il y aura au fur et à mesure que notre algorithme il va s'exécuter, il y aura, donc au départ, vous avez juste une seule composante, mais quand vous allez ordonnancer vos jobs ou vos tâches, il y aura des graphes ou des composantes qui vont émerger ou qui vont être produites. Et ils sont de trois types. Soit elles sont de type divisé régnier, soit elles sont de type S, c'est-à-dire qu'elles ont juste, vous voyez ici, on leur a enlevé le bottom node qui est ici. Il y a une autre aussi, on peut aussi enlever le top node, c'est-à-dire elles vont être comme ça. Voilà ce que nous allons avoir comme type de sous-composante ou de composante au fur et à mesure que notre algorithme, que je vais présenter tantôt, va produire au fur et à mesure de son exécution. OK. Et pour ce faire, donc pour que ces composantes-là vont émerger ou vont être produites, ce qui va se passer, c'est que à un certain moment, je vais appliquer ce que j'appelle le mu operator. L'opérateur mu, qu'est-ce qui consiste à vous faire? Donc, si vous avez juste un seul nœud, donc quand vous lui appliquez cet opérateur-là, il va vous donner l'ensemble vide, n'est-ce pas? Ou rien du tout. Ou alors, il va vous enlever le sommet, le nœud du sommet. Donc, vous voyez ici, quand vous appliquez ça, c'est un DC graphe. Quand vous lui appliquez le mu, bon, on lui enlève le S, comme vous le voyez ici. Donc, ça va vous donner une composante de type S. D'accord? Mais si vous appliquiez cet opérateur-là à un graphe de type S, ça va vous donner un graphe de type divisé régnier ou un sous-ensemble de composantes de type divisé régnier, comme on peut le voir ici, parce qu'on enlève juste le sommet qu'il y a ici. D'accord? Et on peut le voir ici quand on enlève ce S-là, donc on l'applique à S, grand S de ce type-là. Cette composante S, on lui applique le mu. Bon, quand on enlève ce S, ben, vous allez avoir juste des composantes de type divisé et régnier. Et c'est pareil aussi pour comment on appelle ça, les composantes de type T, enfin, le deuxième opérateur, pardon, que je vais introduire, c'est celui qui vous enlève le bottom ou le sommet qui est en dessous. Donc, si vous avez une composante divisée régnier, donc qui est réduite à un seul sommet, ça va vous donner l'ensemble vide. Mais si vous l'appliquez
un type, un graphe ou un composant de type divisé régnier, ça va vous donner, vous voyez ici, on enlève le T là, donc ça va vous donner un type S. Mais si vous l'appliquiez maintenant à un type de type S, à un composant de type S, vous allez avoir un ensemble de sous-composantes de type divisé et régnier. On aura aussi besoin de la largeur d'une composante que j'appelle C, soit elle est de type S, soit de type T. C'est quoi? C'est le nombre de composantes dont la hauteur est égale à la hauteur de la composante de plus haute hauteur. Voilà ce que j'ai écrit ici. On aura besoin de tout ceci. Alors, c'est quoi toute la démonstration notre démonstration pour démontrer cette conjecture, elle est basée sur le théorème de Elite ou d'Elite, the Elite Theorem, alors qui a été présenté ou introduit par Wormuth et Dolev en 1985. Vous voyez que ça remonte un peu à loin. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il prend un graphe de précédence quelconque. Il dit que si l'élite de ce graphe-là contient plus de m tâches, donc n'oubliez pas que je suis en train d'ordonnancer sur m machines identiques parallèles, alors il existe une solution optimale dans laquelle qui commence par m tâches initiales de EG. Mais vous voyez qu'il y en a plus de M, on ne sait pas lesquelles, mais je sais que ça va prendre certaines de ces M, un sous-ensemble de cette élite-là. Le problème, c'est que je ne sais pas lesquelles. Par contre, si l'élite, elle contient M tâches ou moins, alors je sais que mon ordonnancement va commencer par les M plus hautes tâches de G. Donc, comme il y en a, donc je sais que cette élite-là ne dépasse pas M, je sais lesquelles que je vais prendre. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, c'est maintenant, si l'élite de ce graphe, quel que soit ce graphe-là, il est égal à 0, alors dans ce cas-là, ils ont démontré que HLF, il génère une solution optimale. Donc, si on veut démontrer que notre HLF est optimal pour le graphe divisé régnier, il faudra éviter à tout moment qu'on soit dans ce cas-là, dans le premier cas, parce que on sait qu'il y en a plus de M, on ne sait pas lesquels prendre. Par contre, donc, le point central de notre algorithme, il faudrait qu'à chaque exécution, il faudrait qu'on démontre que notre élite soit égale à 0, soit il ne contient pas plus de M tâches. Et c'est ce que, donc, toute cette démonstration-là, elle va se baser sur ce point, sur ces deux points-là. OK? Alors, donc, l'idée de notre algorithme, c'est de supprimer ou alors de couper les tops, les sommets en haut et les sommets en bas des DC, alors de S, DC, j'ai oublié de le mettre, DC, S et T composantes. Bien sûr, en utilisant les opérateurs mu respectivement et delta. OK? Donc, où est-ce qu'on est arrivé? Donc, vous avez votre input de notre algorithme, c'est vous avez une seule composante de type DC. Et initialement, donc, c'était notre input initial. L'algorithme, donc, itérativement, il applique les opérateurs mu et gamma ou delta, je ne sais plus comment on l'appelle, delta, je pense. Alors, aux plus hautes composantes de cette liste-là. Donc, au départ, on a juste une seule liste, mais quand vous avez appliqué le mu et le gamma ou le delta, je ne sais plus comment on appelle ça, ce truc-là. Je pense que c'est le delta. Je vais dire delta pour dire ce symbole. Donc, vous allez avoir soit des composantes de type DC, soit des composantes de type S, soit des composantes de type T. OK? Donc, au fur et à mesure, il produit une nouvelle liste. OK? Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que vous avez cette liste-là, dans un premier temps, il va restaurer, il va les trier dans l'ordre décroissante.
des hauteurs des composantes. C'est toujours ça. Donc, il y a un tri qui se fait derrière. D'accord? Euh, et puis, l'algorithme, il procède à l'itération suivante tant que la liste des composantes, elle a un élite qui est non vide. Okay. Pourquoi? Parce que dès lors que vous avez un élite qui est vide, on peut appliquer directement HLF. Donc, tout ce qui va rester, vous pouvez appliquer HLF à partir à partir de l'algorithme excusez-moi, selon l'algorithme ou le théorème de Wormuth et Dolev. OK. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point central, l'idée clé de cet algorithme est d'essayer toujours d'avoir l'élite limitée ou la cardinalité de l'élite doit être limitée à au plus m tâches à chaque début de l'itération. OK? De votre itération, de votre algorithme. OK? Donc, ce que je vais faire en réalité, c'est que l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Là, je rentre dans le vif du sujet ou de l'algorithme. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va construire votre ordonnancement du début et puis à chaque fois qu'il ordonnance un time slot de début, il va construire un time slot de la fin. Donc, il construit avec le time slot du début, on le fait avec l'opérateur mu et puis time slot de la fin à chaque fois, donc ça va comme ça, OK? Et en essayant à chaque fois d'avoir une élite qui est inférieure ou égale à m, jusqu'à éventuellement avoir une élite qui est égale à 0. Et dans ce cas-là, pour le graphe qui va rester, on va appliquer HLF. Voilà l'idée de départ. Donc, on a pu démontrer à travers plusieurs cas que l'algorithme, donc on avait le premier cas, n'est-ce pas? On a à peu près 5 ou 6 cas. Donc, et à chaque fois, on arrive plutôt à construire les gammas et les psi. Alors, les gammas, c'est à partir de la gauche et les psi à partir de la droite. On les fait comme ça. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, donc il y a un certain nombre de cas. Et à chaque fois, on peut démontrer que l'élite ne dépasse jamais M. Et une fois qu'on arrive au dernier cas, ou enfin, éventuellement, donc il y a un certain nombre de cas, et à chaque fois, il faut démontrer qu'on peut appliquer le K2 et le K1 du théorème de Wormuth et Dolev. Et jusqu'à arriver éventuellement à une élite qui est vide. Et dans ce cas-là, on peut appliquer l'algorithme de HLF. Alors, un petit exemple. Donc, si je prenais l'algorithme, pas l'algorithme, le graphe que je vous ai donné tantôt, donc je vais le reprendre ici. Donc, il y a 18 tâches. Et si je prenais m est égal à 3, donc si j'appliquais donc à ce graphe-là, si j'appliquais notre algorithme, alors il va y avoir 4 itérations. Une itération, on a au départ n1 est égal à 1, donc une seule composante. Donc, on va construire le gamma 1 et le psi de 1, donc 1 et 18. Et ensuite, à l'itération 2, on va avoir 5 composantes de type DC. On peut le voir ici. Vous voyez ici, à la deuxième itération, vous allez avoir un certain nombre de composantes. Donc, il y a la première itération, donc c'est ça, mais la deuxième, vous allez avoir, c'est 1. Voilà, la première composante, c'est celle-là. Et puis après, celle-là. Alors, combien qu'on va avoir? Je ne les ai pas comptés, mais on va avoir un certain nombre de composants de type DC. On trouve que leur médian, c'est égal à 1 et l'élite, c'est égal à 2 et 3. Et on se rend compte qu'on est dans un des cas que nous avons énumérés plus haut. Et donc, on construit un gamma 2 et un psi de 2. Et puis, à l'itération 3, vous allez avoir un certain nombre de composants de type DC, donc divisé et régné, qui s'est composé de 6, et le médian est égal à 1 et l'élite est égal à 4. Encore une fois, on est dans le cas de 2,1 qui fait partie de la preuve. Et donc, on construit gamma 3 et psi de 3. Et
le graphe qui va maintenant être resté, qui est resté sans être ordonnancé, il est maintenant composé de neuf composantes et le médian de ce graphe-là, c'est 1 et l'élite, elle est égale à l'ensemble vide. Dans ce cas-là, l'algorithme, il arrête parce que HLF, pour ce graphe-là qui reste, il est optimal. Donc, on va avoir pour le H, c'est 5, 6, 7 et puis après, 14. C'est ce qu'elle va nous donner, le HLF. Donc, autrement dit, voilà. Donc, nous allons avoir cette solution-là. Donc, quand on a présenté ce papier, on était convaincu que c'était il était de type HLF. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on donnait la priorité aux composantes qui avaient la plus grande, enfin de haute, dont les hauteurs étaient les plus grandes. Mais simplement, c'est que il n'est pas de divisé. On l'a démontré qu'il était optimal, c'est-à-dire que la durée totale était optimale. Mais on s'est aperçu vite, enfin vite, je ne sais pas, mais on s'est aperçu que cet algorithme-là n'était pas de type HLF et on a trouvé un contre-exemple. Si vous prenez le 14 avec le 11, donc 14 avec le 11, je vais vous le montrer tantôt, vous voyez que le 14, il a été ordonnancé, il est au niveau 1, il a été ordonnancé avant le 11 qui est de niveau 2. Donc, on le voit ici, donc le 11 et le 14, vous voyez que le 11, il est à la hauteur 1 et 2, et puis le 14, il est à la hauteur 1. Mais donc, il ne respecte pas cette propriété-là de HLF. Donc, comment on a fait? Donc, on sait que notre algorithme, il est optimal, d'accord? Et son complexité, si je ne me trompe pas, il doit être, comme il y a un tri qui est répétitif, il va être de n carré log n. Mais comme il n'est pas de type HLF, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la durée qui était optimale, mais on l'a essayé, on l'a reconstruit en ne changeant pas cette durée-là de telle manière à le rendre HLF. Donc, pourquoi HLF? Parce que dans un premier temps, on répond à cette conjecture-là, HLF est optimal. Et d'un autre point de vue, c'est que HLF et sa complexité pour son implémentation, elle est de l'ordre de n, alors que notre première solution, sa complexité est de l'ordre de n carré log n. Voilà ce que j'avais à dire pour ce programme-là. Non, pour cette conjecture qu'on a comment dire, qu'on a résolu. Maintenant, les problèmes de type divisé RNI. Donc, what next? OK. Alors, cette histoire-là n'est pas de HLF, l'optimalité de HLF n'est pas terminée. Quand ce papier a été accepté, on nous a, enfin, qui a été publié dans Discrete Optimization, comment on appelle ça, l'éditeur et puis les deux reviewers nous ont critiqué par le fait que la démonstration était longue. Oui, c'est vrai, elle est longue, mais on ne pouvait pas faire autrement. Donc, ce qu'ils nous demandaient, et on n'a pas réussi à le faire, même si le papier a été publié, c'était de donner une preuve directe, sans passer par une construction de l'optimalité et ensuite replacer, reconstruire ou transformer la solution que nous avons eue en une solution de type HLF. Ça, on n'a pas réussi à le faire. J'ai essayé pendant un certain moment, mes deux autres co-auteurs, ils voulaient plus, ça les intéressait plus de travailler sur ça. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Ensuite, il y a deux problèmes sur lesquels, surtout le deuxième, sur lequel je pense que je sais comment le résoudre, mais je ne suis pas arrivé. C'est si vous preniez, alors j'appelle ça un delayed divide and conquer. C'est quoi un graphe divisé RNA avec délai? C'est que si vous preniez deux sommets qui sont adjacents, n'est-ce pas? Qui sont adjacents, ben si vous prenez, par exemple, vous avez l'arc XY, si votre X il est ordonnancé à l'instant T, mais il faudra attendre un temps de latence qui est constant, qui est le même pour tout le monde, disons de D, pour pouvoir
exécuter le sommet adjacent à ce sommet-là, enfin au sommet X. Alors, je me place dans un cas très simple où je me dis, je n'ai pas une machine, mais j'ai une seule machine. Même avec une seule machine, ce n'est pas évident. Ce que je peux dire, par contre, c'est que je peux utiliser, donc vous voyez les dés, enfin le temps de latence de dés, ça peut représenter, je peux le transformer. Ça me fait penser au aux machines parallèles que je viens de vous présenter, mais avec D plus 1 machine. OK? Donc, je sais que aller d'une machine delayed à D plus 1 machine, c'est facile. Mais le problème, c'est que je veux démontrer l'optimalité avec une machine et non pas l'autre. Donc ma conjecture, c'est que le HLF, il faut lui ajouter un petit quelque chose pour qu'il soit optimal. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui ajouter? C'est qu'il faudrait toujours donner la priorité aux sommets qui sont au plus haut, enfin, qui ont des hauteurs les plus hautes, mais ce n'est pas suffisant. C'est que il faut toujours, quand vous avez deux sommets qui ont la même priorité, la même hauteur, il faut donner la priorité à celui dont l'antécédent a été ordonnancé le plus tôt. Si vous faites comme ça, vous allez avoir un ordonnancement qui est valide. Et est-ce que c'est optimal? Je pense que oui. C'est une conjecture que je pose. Mais je n'ai pas pu démontrer. L'autre deuxième problème sur lequel je travaille, là, j'ai pas fait beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de progrès, c'est les graphes avec des temps de communication. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous avez des machines parallèles, n'est-ce pas? Et vous avez des précédences. Alors, quand vous avez, supposez que vous ayez un arc X, Y. Alors, si, par exemple, vous décidez d'ordonnancer le sommet X sur une machine et vous décidez d'ordonnancer, si vous décidez d'ordonnancer le sommet Y sur la même machine, on fait comme si de rien n'était. Par contre, si vous décidez d'ordonnancer ou d'exécuter le sommet Y sur notre machine, il faudrait qu'il y ait un temps de latence aussi. On appelle ça un temps de communication. Et ce que nous savons, c'est que pour des graphes de type des arborescences entrantes ou des arborescences sortantes, on sait comment résoudre ces problèmes-là. OK? Alors, pourquoi je vous parle d'arborescence entrante et d'arborescence sortante? Parce qu'un graphe de type divisé Régnier, ce n'est que deux arborescences qui sont isomorphiques entre eux. Un, il est sortante. Vous prenez le même qui est sortante, donc ça fait comme ça, et vous prenez ce même arbre-là, vous lui changez toutes les directions et vous le collez aux feuilles de cet arbre-là. Donc, ça vous donne un graphe de type divisé Régnier. Donc, c'est comme si c'était vous voyez, vous avez une arborescence, mais maintenant vous voulez voir un peu plus loin, un peu plus haut. Vous essayez de voir quelle est la limite de la facilité de résolution de ces problèmes-là en essayant de généraliser ce que vous avez de plus facile en ayant des graphes un peu plus généraux. Donc, le graphe le plus général direct, c'est de prendre deux arborescences et de les coller. Et ça vous donne un truc divisé Régnier. Alors, ça, c'est pour l'ordonnancement. Maintenant, l'histoire n'est pas terminée. C'est que donc, une fois que nous savons qu'un divisé Régnier, ce n'est que deux arborescences qu'on a collées. Donc, et puis, on peut, en réalité, ils sont isomorphiques par rapport à la ligne, à la médiane. La médiane, c'est-à-dire que si vous prenez le milieu, enfin, le milieu de cet arbre-là, vous pouvez plier vos arborescences et vont être vraiment identiques. On peut appliquer pour ces graphes-là, on peut prendre une autre application qui en théorie des graphes, c'est celle où on a quelques résultats, surtout avec Alain Kiyok de l'Université de Clermont-Ferrand.
avec les arrangements linéaires. Donc, les arrangements linéaires, c'est quoi? C'est en réalité essayer enfin, essayer, c'est de numéroter vos arborescences de telle manière que une certaine fonction soit minimisée. OK? Et ce que nous savons, c'est que dans le cas où dans le cas des arborescences qui sont orientées, soit d'une manière sortante ou soit d'une manière entrante, on sait que ces graphes-là, ils sont, enfin, ces graphes-là, euh, qu'on appelle l'arrangement linéaire pour trouver ces numérotations, on peut le résoudre en un temps linéaire. Donc, on a démontré ça, on le sait. On a démontré aussi pour les graphes de type divisé-régnier. On le sait aussi qu'on peut le faire. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que par exemple, quand les graphes ils sont pas orientés, par exemple, vous prenez une arborescence qui n'est pas orientée, on sait le résoudre. Mais comment savoir si on peut le résoudre avec des graphes de type divisé-régnier qui ne sont pas orientés? Qui ne sont pas orientés, on enlève toute l'orientation. Et je pense que ça, on peut le résoudre aussi. Vous voyez que les graphes divisé-régnier, ils sont tous, quand vous voyez l'orientation, elle va de bas en haut. Donc, essayez de reconnaître si un graphe, en donnant une orientation de bas en haut, essayez de voir si ce graphe-là peut être reconnu comme un graphe divisé-régnier. Soit dit en passant, on peut, la question de la reconnaissance de ces graphes-là, on l'a aussi établi en un temps linéaire. Voilà pour les applications que je peux voir pour diviser et régner. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'ai terminé pour cette présentation. Merci.